production Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Il y a quelques semaines, je vous proposais le premier épisode d'une nouvelle série consacrée aux pensées qui ont marqué le XXe siècle. J'évoquais la figure de Freud et sa découverte décisive de l'inconscient. J'avais envie de raviver dans vos esprits ces grands noms, parfois un peu trop figés et poussiéreux, dont les concepts ont pourtant incroyablement marqué notre temps. Plus que jamais, j'ai envie de jouer mon modeste rôle de transmetteuse et de replacer ces figures en vous proposant de redonner vie à ces auteurs dont les textes et les écrits ont façonné nos pensées et nos manières de vivre, bien plus parfois qu'on ne le mesure. Pour poursuivre cette série, remontons à nouveau le temps et allons à la rencontre de Bertrand Russell. Car si son nom vous dit peut-être quelque chose, que cache-t-il exactement ? Nous voici de retour à Vienne, au début du XXe siècle. Cette Vienne effervescente, foisonnante, multiculturelle, et comme un étrange navire englouti. Pendant quelques décennies, c'est ici qu'on invente littéralement le XXe siècle. C'est ici que tout se passe. Mais c'est aussi ici que tout va disparaître. L'ambition intellectuelle résonnait dans chaque rue. Mais avant de se promener ensemble, dans l'élégance de cette ville, commençons par une présentation de notre personnage du jour, qui est bien plus british que viennois. Il faut imaginer Bertrand Russell, son long visage sympathique, habillé d'une pipe, ou plus souvent encore d'une paire de lunettes. Né en 1872, dans le Pays de Galles, Russell croit dur comme fer que seuls les progrès de la rationalité sauveront l'humanité de l'obscurantisme et du mysticisme. Il y a dans sa biographie, autant que dans ses combats, quelque chose, je crois, d'extrêmement contemporain. Quoique aristocrate, élevé selon les principes religieux très rigoristes, Russell adopte une attitude proche du socialisme libertaire. Il se prononce en faveur d'une allocation universelle. Il publie de très nombreux écrits radicaux au sujet de la guerre ou sur le mariage. Cet engagement et cette volonté farouche de dire quelque chose de la société est indissociable de sa philosophie, qu'il souhaite écrire dans une langue simple et accessible à tous, une langue vivante et vibrante. On comprend pourquoi beaucoup l'appellent le Voltaire anglais. Après Hiroshima, en 1945, Russell radicalise son combat contre la violence et contre la guerre. En 1955, il co-signe avec Einstein un manifeste pour le désarmement nucléaire. Et en janvier 1958, il participe au lancement d'une campagne en faveur de ce désarmement. Il prend part au mouvement de désobéissance civile. Et il est à l'origine d'une manifestation à Trafalgar Square en février 1961. Bref, vous l'avez compris, Russell prend le siècle à pleine main.
il déclare un jour, avec émotion, « 3 passions simples et extrêmement fortes ont gouverné ma vie. La recherche passionnée de l'amour, la quête du savoir et une douloureuse pitié devant la souffrance de l'humanité. » Bref, l'homme peut être incontestablement considéré, aujourd'hui plus que jamais, comme inspirant. Mais, aussi louables soient ses actions, quel rapport avec la logique et avec l'Autriche? Vous allez le voir. Au début du XXe siècle, les mathématiques sont engagées dans une entreprise de formalisation et de refondation sans précédent. Russell, lui, participe à l'essor de la logique mathématique. Il s'intéresse à d'étranges paradoxes qui ébranlent les fondements mêmes de l'édifice des maths. En 1910, dans un livre, Les Principia Mathematica, il démontre que la totalité des propositions mathématiques peut être dérivée de propositions logiques. Mais Russell ne limite pas la logique aux maths. Il prétend aussi, et c'est inédit, que la plupart des problèmes philosophiques insolubles disparaissent si l'on accepte de délester la philosophie de son contenu métaphysique et moral, pour n'en conserver que l'aspect logique. Dans la méthode scientifique, il insiste. Tous les problèmes spécifiquement philosophiques se réduisent à des problèmes de logique. Russell est très critique à l'égard de la tradition philosophique. Il lui reproche de prouver par des arguments un peu abstraits des vérités incompatibles avec les faits les plus évidents. Par exemple, l'inexistence du monde extérieur. Pour Russell, seuls les faits peuvent avoir valeur de critères, susceptibles de vérifier la vérité d'une proposition. Ce qui vaut, à sa pensée, l'appellation d'empirisme logique. En somme, si je dis quelque chose, je dois pouvoir le montrer. Alors forcément, les écrits de Russell vont sacrément faire parler d'eux. L'ouvrage de Russell est l'un des écrits fondateurs de la philosophie dite analytique, dont le propre est de reprendre les problèmes de la philosophie traditionnelle en y appliquant les principes de l'analyse logique. Mais pour mieux comprendre Russell, il faut comprendre ce qui vient juste après lui. Revenons à Vienne, ce sublime navire englouti. Pendant quelques décennies, je vous le disais, c'est ici qu'on invente littéralement le XXe siècle. C'est ici que tout se passe. Comme son nom l'indique, le Cercle de Vienne est une sorte de groupe de penseurs, réunis autour d'un homme, un certain Moritz Schlick. Lui est physicien de formation, mais les membres du cercle sont tous issus de disciplines différentes. Il y a des mathématiciens, des philosophes, des sociologues. Et ils ont un projet, c'est de se retrouver pour discuter des avancées de la science et de la philosophie. Ce qui leur pose problème, c'est qu'ils ont l'impression qu'en philo, qu'en politique, qu'en théologie, on peut raconter n'importe quoi. Et je crois qu'en ce moment, nous en avons quelques exemples. Ils ont l'impression que le langage est malade. Imaginons par exemple, si je me mets à parler de liberté ou de Dieu, eh bien sans doute que ni vous, ni moi, n'en aurons la même définition. On ne peut pas montrer Dieu, comme on montre une tasse ou un tabouret. On ne peut pas l'observer. Pareil pour les sentiments. Bien sûr qu'on peut les vivre, les ressentir, mais on ne peut pas les désigner comme si c'était des objets. Le souci de la conscience et de l'inconscient, c'est qu'on est tous différents. C'est donc dur de se mettre d'accord. Alors, les philosophes du Cercle de Vienne vont proposer de faire un grand ménage. En somme, ils vont déclarer qu'il faut trier ce qu'on dit, en mettant d'un côté les paroles qui ont du sens, parce qu'elles décrivent scientifiquement le monde et qu'elles sont vérifiables, et de l'autre, les paroles qu'on ne peut pas prouver, et du coup, qu'il vaut mieux taire. C'est le triomphe de la logique chère à Russell. Si c'est logique, alors c'est bon, sinon, mieux vaut s'abstenir.
Alors peut-être que vous trouvez cela assez aride. Et vous n'avez pas tort. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler d'amour, d'espérance, de rêve, de toutes les choses les plus savoureuses de la vie. Il est vrai que la philosophie analytique est un peu sévère, mais l'enjeu est de taille. Les membres du Cercle de Vienne veulent que la connaissance humaine repose sur des bases claires et acceptables pour tous, un peu comme une règle du jeu. Employer des mots qu'on ne comprend pas tous de la même façon conduit à la discorde, aux embrouilles, aux tensions, aux conflits. On le voit bien, par exemple sur les réseaux sociaux. Les philosophes du Cercle de Vienne s'inspirent beaucoup d'un philosophe viennois, élève de Russell, Ludwig Wittgenstein, qui a écrit un texte un peu étrange, le Tractatus Logico-Philosophicus, dans lequel il explique que le langage sert uniquement à décrire des faits. D'où sa célèbre parole. Ce qui peut être dit clairement. Ce dont on ne peut parler, il faut le passer sous silence. Russell dira de ce texte, le Tractatus Logico-Philosophicus de M. Wittgenstein mérite certainement par son ampleur et sa portée et sa profondeur d'être considéré comme événement important dans le monde philosophique. Voilà qui est dit. Alors certes, cette conception scientifique du monde n'est pas très amusante. Elle n'est pas très poétique. Mais elle évite les confusions et la subjectivité. Et surtout, elle évite aussi la manipulation. Car rappelons-le, nous sommes en 1929 quand il travaille sur cette question. Et 1929, c'est la montée des idéologies. Un peu partout, il y a des discours nationalistes qui opposent les gens entre eux, des politiques qui produisent des raisonnements qui ont l'air clairs et cohérents alors qu'ils reposent sur du vent. Donc réformer le langage, pour eux, n'est pas qu'une question philosophique. C'est aussi une urgence politique. D'ailleurs, la montée du nazisme oblige tout le groupe à quitter Vienne. Beaucoup d'entre eux sont juifs et ils craignent pour leur vie. Certains partent en Angleterre, d'autres en France ou aux États-Unis. Le seul qui reste, c'est Schlick lui-même, sauf qu'il se fera assassiner sur les marches de l'université le 22 juin 1936. Vous comprenez pourquoi je parle de navire englouti ? Mais maintenant, posons-nous une question. Pourquoi, même si je suppose que vous le devinez, tout cela est si inspirant pour nous aujourd'hui ? Dans le paragraphe 293 du Tractatus, Wittgenstein exprime ceci. Supposons que chacun possède une boîte contenant ce que nous appellerons un scarabée. Personne ne pourrait jamais regarder dans la boîte des autres, et chacun dirait qu'il sait ce que c'est qu'un scarabée parce qu'il a regardé le sien. En ce cas, il se pourrait bien que nous ayons chacun, dans notre boîte, une chose différente. Wittgenstein a recours à une fable pour expliquer l'un des problèmes les plus épineux de la philosophie du langage. Comment être certain que nous parlons tous de la même chose quand nous employons un mot ? Je l'évoquais pour Dieu ou pour la liberté. Ici, c'est le scarabée. Évidemment, si c'est un scarabée, la réponse pourrait être en le montrant. Mais si c'est quelque chose qui ne se montre pas, le scarabée pourrait tout à fait être un arbre, une pierre. Alors là, pas de souci. Mais s'il s'agit de l'amour, s'il s'agit du deuil, comment être certain que l'amour caché dans la boîte des autres ressemble à l'amour caché dans notre propre boîte ? Le contenu de la boîte est connu de nous seuls. C'est ce qu'on appelle la signification privée, avec l'image mentale que nous lui faisons correspondre. Cette signification et cette image mentale changent selon notre culture, notre âge, notre éducation, nos expériences, notre mode de vie, nos émotions. Mais alors, si chaque mot a une signification privée, comment faire pour communiquer avec les autres ? Comment faire pour s'entendre ? Est-ce que ça veut dire que le partage est impossible ? Au contraire, apprenons, à nous-mêmes et à nos enfants, à raconter, à décrire, à expliquer ce qu'il y a dans nos boîtes.
Nous sommes tous différents, mais nous pouvons raconter nos différences pour faire un chemin vers l'autre. Peut-être qu'alors, nous découvrirons que nos scarabées se ressemblent. Vous l'avez compris, la réforme du langage, proposée par Russell et le Cercle de Vienne, est, je crois, indispensable à notre société actuelle, pour lutter contre nos cacophonies et pour lutter surtout contre notre violence. Avant de vous quitter, je vous laisse quelques mots de Bertrand Russell lui-même dans ses problèmes de philosophie. Pour résumer cette discussion, s'il faut étudier la philosophie, ce n'est pas pour trouver des réponses définies à ces questions. Car la vérité, ici, nous reste en général inaccessible. C'est bien plutôt pour les questions elles-mêmes. Car ces questions élargissent notre conscience du possible, enrichissent l'imagination intellectuelle et diminuent cette assurance dogmatique qui ferme l'esprit à la spéculation. Mais c'est surtout parce que la grandeur du monde que la philosophie contemple élève l'esprit, qui peut ainsi réaliser cette union avec l'univers qui constitue son souverain bien. L'union avec l'univers comme souverain bien, en voilà un programme qui aujourd'hui m'émeut plus que jamais. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de continuer à explorer le XXe siècle. En tout cas, je suis heureuse de le faire avec vous. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.